Alors les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est la première couche de la sous-couche de ce personnage. Donc c'est un personnage de l'univers Warhammer, il se trouve que ça s'appelle un garde Victrix dans cet univers-là, mais à la limite ça, on s'en fout. Et mon but aujourd'hui, ça va être juste d'établir les valeurs tout simplement. Donc les foncés, l'éclair, l'ombre, la lumière. J'ai pas de modèle, ce dessin-là je l'ai fait d'imagination, bien sûr je connais bien cet univers, donc voilà, mais c'est un dessin qui est fait sans modèle. Le but, c'est plus de se laisser aller, de se faire plaisir. Le dessin que vous voyez en rouge en fond dans un premier temps, je l'ai fait avec du pastel. Pourquoi? Parce que le pastel, on peut l'effacer au doigt. Et ensuite, quand le dessin a été terminé, je l'ai fixé avec une bombe de fixatif et je l'ai repassé à la peinture à l'huile. Et là, c'est sec, ok? Donc maintenant, je vais pouvoir faire la sous-couche. Et pour ce faire, je vais juste utiliser du noir et du blanc. Donc dans un premier temps, on va faire le médium. Dans un pot, comme ça, un récipient quelconque, je vais mettre un peu de liquin. Voilà, c'est beaucoup trop, mais c'est pas grave. Attention à tout ce qui est poussière, déchets, etc. Faut les enlever le plus vite possible. Dès qu'on en voit un, on l'enlève. Et je vais prendre de l'essence de pétrole, donc du white spirit ou équivalent, Gamsol, c'est l'idéal. Hop, et je vais en mettre, je sais pas moi, 50% à peu près, un truc comme ça. Le but c'est d'avoir quelque chose d'à la fois liquide et qui va sécher rapidement et qui va aussi durcir fort grâce au liquin. Et maintenant je vais prendre un pinceau et je vais touiller histoire que tout ça se mélange bien. Ça peut prendre un petit moment mais voilà, faut bien le faire. Faut bien faire gaffe que le récipient il soit bien propre, qu'il n'y ait pas de poussière de partout, etc. Donc avant j'y ai passé un bon coup de chiffon, histoire que il n'y ait pas de résidus un peu dégueulasses sur ma peinture après. Donc ça, c'est vraiment un truc qui va permettre pour tous les gens qui ont peur de la peinture à l'huile, parce que la peinture à l'huile, ça sèche lentement, etc. Ben là, justement, c'est un truc qui va vous permettre de peindre rapidement, parce que ça, demain, c'est sec. Ok, donc on a un truc assez liquide, mais quand même un petit peu, voilà, c'est un gel, hein, le liquin, donc c'est liquide, mais pas trop. Maintenant, je vais prendre cette magnifique palette, je vais mettre du noir dessus, et je vais utiliser du noir d'ivoire de chez Gamblin. Pourquoi de chez Gamblin? Bah pourquoi pas, j'ai ça qui traîne, donc c'est très bien. Et c'est un noir qui est transparent, et ça c'est important. Je vais aussi prendre un petit peu de blanc, histoire de ne pas faire vraiment noir pur, mais que ce soit un genre de gris très foncé. Ça va permettre d'opacifier un tout petit peu. Voilà, là c'est du blanc de titane de chez Blox. Super peinture, un Blox. Maintenant, je peins quasiment plus qu'avec ça. C'est vraiment très bien. Moi, mes deux marques de peinture préférées, c'est Blox et Rembrandt. Et Gamblin, quand je suis au Canada, c'est vraiment super aussi, hein. C'est un équivalent en matière de qualité. Blox, c'est bien. On va pas se mentir, c'est un peu cher. Mais sinon, Rembrandt, personnellement, dans ce qui se trouve en France, entre le très très bonne qualité et le pas trop cher, je trouve que c'est un bon compromis, même si évidemment, voilà, ça reste des peintures un peu chères, mais c'est normal, on paye pour la qualité aussi, moi ça me choque pas. Ensuite, je prends un gros pinceau doux. Ça, c'est un gros pinceau Grumbacher, la marque. C'est super pinceau. C'est un pinceau plutôt pour l'aquarelle initialement. Mais bon, moi, je fais pas trop d'aquarelle et je m'en sers beaucoup pour l'huile. Mais il est surtout très doux. Et je vais juste le mettre dans le médium. J'en prends quand même beaucoup. Et puis, on va en mettre sur la palette et puis faire un mélange. Avec beaucoup de noir et puis un peu de blanc. Ok, pour donner un genre de gris. Un petit peu désaturé. Un peu froid. Voilà. Mais très foncé. Ok, je veux surtout pas commencer à partir dans des trucs trop clairs, ok? Donc le blanc, c'est vraiment une pointe de blanc. D'ailleurs, j'en ai mis beaucoup trop sur ma palette. Et mon but, là, ça va être de faire quelque chose de beaucoup plus transparent que ça. Donc je peux essayer quelque part, là où je sais que ça va être plutôt dans l'ombre. Voilà, par exemple, bon, là, c'est clairement trop foncé. Et ce que je vais faire, c'est que je veux que ce soit plus clair, mais je veux que ce soit plus clair par transparence, et pas forcément parce que je mets plus de blanc. On réessaye. Voilà, ça me paraît pas mal, par exemple. Alors c'est assez foncé, hein, mais c'est ça justement qui est cool parce que ça va noter une grosse différence entre l'ombre et la lumière. Donc on va étaler tout ça tranquillement sur toute la peinture. Partout, partout, partout. Attention quand vous faites de la peinture très liquide comme ça, si vous avez d'autres peintures en périphérie ou des murs blancs, à faire gaffe à pas trop faire comme ça parce que quand on fait ce mouvement, le pinceau part et ça finit par faire des gouttes partout et on peut se retrouver avec euh, des peintures finies qui sont stockées à côté de l'atelier, qui reçoivent des gouttes et ça c'est évidemment c'est mal. Donc j'essaye quand même d'étaler plutôt beaucoup. Le but c'est pas que ça patauge trop non plus. Surtout quand vous faites ça aussi, ouvrez la fenêtre parce que là c'est blindé de solvant, c'est blindé de médium. C'est pas très très bon pour la santé de respirer ces trucs-là.
Moi, à titre personnel, j'ai jamais eu de problème d'allergie avec les produits de peinture, mais il faut quand même être un peu attentif parce qu'effectivement, ça peut causer des problèmes de santé sur du long terme. Le mieux au niveau des solvants, il me semble que c'est le Gamsol qui pour le coup est quand même beaucoup moins toxique que les autres. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais voilà, Gamblin ils font des trucs plutôt bien d'un point de vue de la santé, etc. Donc là, vous voyez, ça va être vraiment un petit peu à vous de voir quel genre de texture vous voulez apporter à votre sous-couche. Certaines personnes veulent un truc très très lisse, d'autres personnes veulent quelque chose au contraire où on va voir des traces de pinceau comme ça. Ça, c'est vraiment le goût de chacun, donc soyez pas dogmatiques. Il y a des gens qui, au contraire, mettent beaucoup de liquide de sorte à ce que ça fasse des coulures, des taches, etc. Bon, chacun son bail. Là, le but, en tout cas, c'est de casser le blanc et de mettre quelque chose de foncé de sorte à faire ressortir de la lumière et d'avoir un bel effet clair-obscur. La façon dont j'applique ce foncé m'appartient en propre. Et ça, sentez-vous libre de faire des trucs créatifs si ça vous chante. Maintenant, je vais prendre un pinceau doux. Alors ça, c'est juste un gros pompon à maquillage, hein. Les pinceaux à maquillage, c'est à la fois bien et à la fois pas bien, parce qu'en fait, c'est bien parce que c'est des gros pinceaux doux, mais c'est pas bien parce que c'est pas des pinceaux qui sont conçus pour gérer l'huile, et donc ils s'abîment vite, ils perdent vite leur poil, etc. Il vaut mieux acheter des pinceaux faits exprès hein, pour la peinture, évidemment. Mais bon, ça peut dépanner. C'est parfois pas cher selon où vous les achetez, donc c'est pas mal aussi. Et là, je veux juste enlever un peu les traces de pinceau les plus importantes, histoire d'avoir juste un gris quand même assez homogène. Si vous voyez que c'est trop liquide et que ça bouge trop au toucher du pinceau, ou vous devez avoir un mouvement beaucoup plus léger, là j'effleure à peine la toile, ou alors, et ou, d'ailleurs ça peut être les deux, et ou peut-être vous avez quelque chose qui est trop liquide et qui n'a pas encore assez mordu. Donc peut-être vous pouvez tout simplement attendre 10 minutes, un quart d'heure, le temps que la peinture en fait morde un petit peu, sèche un peu, elle deviendra un peu plus aqueuse, un peu moins liquide, et donc moins fragile au toucher. Dans le fond, je vais donner une toute petite dynamique, un peu comme s'il y avait un peu de la lumière, un truc comme ça, même si je pense pas que je ferai des lumières, mais voilà. Donc là maintenant, on en est au stade où la peinture, elle est toute recouverte, c'était vraiment ça que je voulais. Et là maintenant, je vais pouvoir travailler les blancs pour faire ressortir de la lumière très très fort. Donc pour aujourd'hui, on fera pas vraiment plus de foncé, ok? Parce que là c'est très liquide, je préfère que ça cicative comme ça. Donc là, on a plusieurs solutions. Ou je prends par exemple un coton-tige et je commence à enlever. Je peux prendre d'autres choses, un coton-tige c'est pratique, mais il y a plein d'autres trucs, par exemple un morceau de chiffon, du sopalin, c'est extrêmement efficace et tout. Et je travaille par soustraction, ou alors je prends du blanc, directement de la peinture blanche et je peins en blanc. Ou alors on fait les deux. Moi c'est ça que je vais faire les deux. Sachez que quand vous utilisez une méthode de soustraction, là typiquement le coton-tige, ça va pas marcher avec ça va pas marcher avec toutes les surfaces. Vous avez des surfaces plus ou moins absorbantes. Là, il se trouve que la surface était préparée déjà avec de la peinture à l'huile, donc c'est c'est pas très absorbant, et donc ça me permet de bien enlever, vous voyez comme ça. Mais attention, vous pourriez avoir des surfaces où ça marche pas, auquel cas il faut travailler votre surface, c'est-à-dire la préparer avec du gesso ou avec de la peinture à l'huile, etc. Donc si par exemple vous peignez sur du papier, c'est tellement absorbant que vous ne pourrez pas trop travailler par soustraction. Même sur des toiles que vous venez d'acheter, en général elles ne sont pas très très bien préparées au gesso, et donc ça s'enlève pas très bien. Donc deuxième partie, on va travailler la lumière. J'ai pas de modèle, mais j'ai une bonne idée du type d'éclairage que je veux. Ce que j'ai envie de faire, c'est qu'évidemment, la tête soit plutôt à la lumière, avec, vous voyez, ça part très très fort, hein. Ça, c'est tout simplement du papier toilette. Et tout ça, je veux que ce soit à la lumière. Tout le casque, je veux qu'il soit à la lumière. Donc, je vais juste enlever beaucoup de peinture. Et l'avantage d'avoir mis du noir très foncé dès le départ, c'est justement on peut voir très très fort le contraste quand je travaille par soustraction. Avant de faire ça, je vais quand même dessiner la lumière pour éviter de trop en enlever. Donc, je veux une lumière qui vienne comme ça. Tac. Donc, je veux une lumière qui prenne le côté et un petit peu devant. Vous voyez, juste comme ça. Donc, on va avoir probablement un petit peu l'ombre portée de l'épaulière sur une petite partie du casque ici. Et puis sur le gorgerin, il me semble que ça s'appelle comme ça. Alors là, c'est pas évident parce que j'y vais un peu au doigt mouillé. J'estime que c'est à peu près comme ça que ça se passe, mais évidemment, c'est pas simple, quoi. Là, il y a un genre de corde décorative qui remonte un peu, donc la lumière va aller là. Là, il faut essayer de visualiser l'objet en 3D, en fait, pour essayer de déterminer où est-ce que la lumière se trouve par rapport à cet objet qui projette une onde portée. Ça, on va pas se mentir, c'est un exercice difficile.
surtout avec des formes complexes comme ça, mais voilà, bon, ça se fait, en tout cas, ça se fait au moins de façon approximative, et c'est déjà ça de prix. Ce qui est complètement de face au personnage, je pense que j'aimerais que ce soit plutôt à l'ombre, donc je pense que la lumière ici va s'arrêter dans ce coin-là. De façon, pour le coup, assez souple, on verra plus tard. Ensuite, la lumière, elle va venir au moins jusqu'ici. Tac, et là, ça va faire un genre de halo de lumière, je pense. Cette partie au-dessus va être à la lumière. Le halo va même peut-être aller un peu plus loin. Donc là, en fait, je dessine. Hein. Ensuite, j'enlèverai toute cette partie-là. Là, pour le moment, c'est juste du dessin. Là, pareil, là, il va y avoir un dégradé assez doux. On verra après. Là, il va y avoir sur la corde toute la partie du haut qui va être effectivement tapée par la lumière. La partie du bas de la corde qui, à mon avis, va être plutôt à l'ombre. Pareil ici. Et là, on va juste... tout ça, ça va être à la lumière, comme ça. Voilà. Donc là, déjà, je peux, de façon assez brute, enlever pas mal de trucs. Alors là, j'utilise du papier toilette, c'est mal parce que ça fait des chiquettes. Normalement, il faut utiliser du sopalin, mais il se trouve que là, tout de suite, j'en ai pas. Encore une fois, si ça marche pas autant, aussi bien pour vous, si vous enlevez pas autant de peinture, c'est juste parce que votre toile n'est pas préparée comme la mienne. Donc là, mon but, c'est juste de faire deux taches. Une tache foncée, une tache claire. Et vous voyez que j'enlève de façon vraiment générale, même si là-dedans, on va y avoir des ombres, hein, on est d'accord. Là-dedans, on va y avoir des subtilités dans cette partie de lumière. Mais c'est pour ça que ça s'appelle une sous-couche. Une chose après l'autre, on prend les choses dans l'ordre. On fait du général au spécifique. Ça, c'est vraiment la base de beaucoup de choses. On ne commence pas par faire l'électricité quand on bâtit une maison. On fait d'abord le gros œuvre. Bah là, c'est ça qu'on est en train de faire. On fait le gros œuvre. Surtout pour une œuvre qui est d'imagination comme ça. Mince, là j'ai fait une bêtise parce que je parle trop. Parce que là, je veux effectivement que ça, ce soit à l'ombre. Ici, il va y avoir un dégradé parce que le casque, c'est une forme ronde. Donc, qui dit forme ronde dit dégradé. Ça, c'est des notions de dessin. Si vous êtes largué en dessin, checkez mes vidéos sur le dessin. J'en ai plein des gratuites. Ou alors, regardez ma formation Le Monde du Dessin. Ça va vous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des dégradés nets ou justement des dégradés qui vont être flous à certains endroits selon la forme. Là, pareil, c'est une zone qui va être ronde. Donc on va aussi avoir un dégradé. Donc là, pour faire le dégradé, vous voyez où vous le faites au sopalin, ou vous le faites avec un pinceau. Là, par exemple, je fais un pinceau très très doux, juste en déplaçant la peinture. Essayez des choses, surtout soyez osez expérimenter. Ça, c'est vraiment hyper important. On va avoir un petit peu de lumière. J'aimerais bien qu'il sorte légèrement du côté du crâne ici, quand même, parce que ça, le crâne, il ressort de l'armure. J'aimerais bien qu'il sorte là, voilà, comme ça, vraiment le côté, pas trop. Après ça, c'est un objet brillant, donc il va y avoir des contre-éclairages, etc. sur l'autre côté, mais on verra plus tard. Là, c'est vraiment la base, dans la simplicité, ce qu'on est en train de faire. Vu que la lumière, elle tape comme ça, on a toute cette partie-là qui a la lumière. Ensuite, l'épaulière fait une ombre portée sur le corps, et ensuite, on va avoir toute cette partie aussi de l'épaulière qui va être à la lumière. Donc où est-ce que ça va s'arrêter exactement? Je dirais probablement à peu près là, mais tout ça c'est à la lumière. Alors peut-être pas tout d'ailleurs, peut-être pas trop la partie basse, à voir, on verra peut-être plus tard. Voilà. Ensuite on va avoir ce symbole très important à la lumière. La partie de l'épaulière là elle va être beaucoup à la lumière. Et si par exemple on veut pour des raisons de point focal, même si l'épaulière est fort à la lumière, donner quand même le point focal au visage, ce qu'on peut faire par exemple c'est faire des dorures ou des couleurs plutôt claires au niveau du visage avec beaucoup de contraste, beaucoup de détails et tout, mais avec des choses assez claires. Et au contraire, par exemple sur l'épaulière qui est juste là, qui pourrait prendre trop de place là par rapport au visage, on peut s'amuser justement à garder des teintes qui vont être plus ternes, avec une quantité de détails moins grande, etc. etc. Donc là on va juste pré-enlever de la lumière. C'est pas grave si c'est pas parfait, petit à petit j'essaie de bien réfléchir à mes formes, etc. Il ne faut pas se flageller si c'est pas parfait. À un moment donné, il faut juste établir la base en fait. Et c'est en faisant
que petit à petit vous allez voir plus de choses. Donc plus on s'approche du résultat, plus vous allez voir des trucs apparaître, des trucs pertinents. Mais dans un premier temps, si vous ne voyez pas, c'est pas grave, faites-le quand même, vous savez que ça c'est globalement à la lumière, enlevez de la globalité, le détail du tissu, les plis, le machin, etc. Ça va finir par arriver tout seul à force de créer des contrastes comme ça. Vous voyez là typiquement, il y a tout un tas de contrastes qui se forment, un peu de façon automatique en fait, c'est pour ça que la technique à l'essuyer c'est extrêmement efficace, et on voit apparaître des effets de tissu. Alors oui, ce sera peut-être pas aussi réaliste que si vous aviez en face de vous un modèle avec une cape, c'est évident, mais on s'en fout parce que le réalisme dans l'absolu, c'est pas toujours ce qu'on recherche, parfois c'est ailleurs que la peinture se situe. De plus, quand on fait un truc d'imagination comme je suis en train de le faire là, pour le moment c'est d'imagination. Mais il y aura peut-être un moment où j'aurai envie justement d'avoir ce très très beau rendu de tissu que j'ai envie de faire absolument parfaitement. Et donc là, libre à moi de prendre, là c'est une épaulière ronde, de prendre par exemple un objet rond, un ballon, peu importe, d'attacher avec une épingle un morceau de tissu de la bonne manière, de le mettre devant moi avec le bon éclairage et de le recopier, de sorte à avoir vraiment un rendu parfait. Et c'est comme ça que les peintures classiques notamment sont faites. On voit des scènes, on voit dans les musées par exemple des scènes mystiques qui sont parfaitement faites, alors qu'évidemment il n'y a pas eu de modèle de cette scène mystique. Mais c'est des gens par exemple qui vont prendre le corps d'un humain dans une position, ils vont le faire parfaitement, ensuite ils vont prendre peut-être les vêtements d'une autre personne pour pouvoir les recopier de façon parfaite, mais avec un modèle, ou alors des ailes, etc. Il y a plein de peintures comme ça d'une certaine époque qui sont des peintures fantastiques, qui sont absolument parfaites dans le rendu, et pourtant évidemment la personne n'a pas vu ça, mais elle a fait un conglomérat de différents modèles pour pouvoir atteindre un niveau qui paraît inatteignable. Mais après voilà, il faut être un petit peu astucieux en peinture, ça c'est clair. Là on va avoir sans doute une petite ombre portée du tissu lui-même, mais toute cette partie-là, hein, je peux décemment tout mettre à la lumière, hein. Voilà, on va pas se casser la tête, je vais tout éclairer pour le moment, et on verra plus tard pour toutes les subtilités. Il est évident ensuite que dans toutes ces zones à la lumière, il va falloir vraiment peindre. Dans les zones à l'ombre aussi, mais dans les zones à l'ombre, c'est un peu moins important de tout repeindre. Mais dans les zones à la lumière, il va falloir vraiment peindre, il va y avoir des traits à recouvrir, etc. Tout ça, ça va finir par devenir opaque. Là, c'est vraiment juste la cartographie de la peinture qu'on est en train de faire. Voilà, la lumière la plus forte, elle va être là. Vous voyez, sur le casque, comme ça. Ça va être très lumineux ici. Hop. Bon, ça me paraît pas trop mal, mais maintenant ce que je vais faire, histoire d'être sûr que ce soit plus que pas trop mal, hein, que ce soit bien, je vais m'éloigner et puis essayer d'analyser un petit peu ce que j'ai fait. Parce que là, il y a forcément des erreurs dans ma 3D, dans ma façon d'avoir interprété les formes, etc. Et il y en aura. C'est évident que si certains d'entre vous ont des compréhensions plus profondes que moi des objets dans la 3D, typiquement tous les gens qui sont caractère design, etc., si vous êtes des pros, c'est évident qu'il y a des trucs que vous voyez dans ma peinture que moi je vois pas et qui sont des erreurs. C'est pas grave, on fait ce qu'on peut avec le moment donné. Je vais m'éloigner, je vais réfléchir un peu. Donc là, je me suis mis à peu près à 5 mètres, 5-6 mètres, ouais, c'est assez loin. Et je suis assez content. J'aurais pu même peut-être faire plus foncé pour la première couche, mais vous voyez, ça marche, je trouve que ça marche vraiment pas mal du tout là, ce que j'ai fait. Bon, avant de passer à la suite, je voudrais juste qu'on observe un truc. Vous voyez, j'en parle tout le temps, mais voilà, les différences entre les qualités des contrastes. Vous voyez que ici, typiquement, on a un contraste qui est très net. Ça, c'est net. D'ailleurs, il n'est pas assez rond. Voilà. Ça, c'est net. Ça, c'est net. D'ailleurs, c'est pas comme ça que ça devrait être, mais comme ça. Voilà. Là aussi, hein, ça devrait être plus comme ça, je pense. J'en suis pas sûr, parce qu'en fait, selon les formes, après ça bouge, mais bon, je fais de mon mieux. Ça c'est net, ça c'est net, ça c'est net. Là aussi, on a aussi des contrastes qui sont nets, parce que là, voilà. Et là aussi, etc. Pourquoi est-ce que c'est net? Parce que c'est une ombre portée. Les ombres portées sont pas toujours nettes, mais là, dans ce cas précis, j'ai envie d'avoir une lumière assez flash, assez directe, et bah, c'est net, parce qu'une ombre portée, quand c'est sous une lumière directe, bah, c'est plutôt net. Maintenant, pourquoi ici vous voyez que là il y a une autre zone? Là on a une zone de lumière et là on a une zone, là on a une zone de lumière et là on a une zone d'ombre. Pourquoi ici ce contraste il n'est pas net? C'est extrêmement important ça. Pourquoi ce contraste-là est net, mais celui-là il est flou? Ça il faut vraiment que vous puissiez le conscientiser, c'est vraiment ultra important. Et bien ça c'est parce que cette zone-là du plastron, c'est une zone qui est arrondie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas
des formes un peu plus acérées dans le truc, mais ça c'est une forme arrondie, ok? Donc typiquement, si vous regardez une tête à facettes, plus le contraste va être net, par exemple l'arête du nez ici, plus il va y avoir un contraste puissant, vous voyez? Là, il y a le haut du nez, et puis quand ça descend, ça fait un contraste très très net. Pareil ici, sur la joue, vous voyez que là, il y a un contraste très très net. Pourquoi? Parce que l'arête est très nette. Le contraste, il est net parce que c'est l'objet qui le demande. On a aussi des arêtes nettes lorsqu'on fait une ombre portée très proche. Vous voyez, par exemple là, si je regarde l'ombre portée au tout début du pinceau, par exemple si je fais ça, si je regarde l'ombre portée, elle est très nette, mais plus j'éloigne l'objet, et plus elle va devenir floue. Vous voyez, plus j'éloigne l'objet qui projette l'ombre du sujet, et plus l'ombre va devenir floue. Là, c'est net. Regardez bien l'ombre portée, elle devient floue, elle devient de plus en plus floue jusqu'à disparaître. Ok. Et plus je me rapproche, plus c'est net. Donc là, l'épaulière est pas loin de la tête, donc c'est net. Là, on est d'accord. Maintenant, ici, c'est flou et sur l'arrondi du casque aussi, parce que c'est une forme ronde. Si on prend une partie vraiment ronde, comme ici, par exemple, vous voyez que là, l'arête est assez nette. La jonction entre cette partie à l'ombre et cette partie à la lumière, l'arête est nette, et hop, elle finit par disparaître dans un dégradé complet, parce que là, c'est véritablement rond. Là, il n'y a pas d'arête, par contre. Donc, la dureté des contrastes, c'est-à-dire est-ce que c'est net, est-ce que c'est flou, dépend de la nature des objets et aussi de la nature de l'éclairage. Et ça, c'est un truc que vous étudierez par le dessin et en ayant ce genre d'objet en 3D. D'ailleurs, tous les gens qui ont une tête à sarrau, quand j'en avais vendu quelques-unes à une époque, vous devez être, j'imagine, assez content si vous vous en êtes servi parce que ça apprend énormément de choses. Encore une fois, si vous voulez progresser là-dedans, en dessin, c'est vraiment le monde du dessin, la formation qui parle de ce genre de trucs. Et vous avez aussi le portrait réaliste qui parle de ce genre de dégradé, etc. Et vous avez aussi le monde de la peinture à l'huile pour tous les gens qui, à mon avis, c'est mieux de le faire quand on sait déjà un petit peu dessiner et qui veulent passer un peu le niveau suivant en peinture. Et là, on voit comment on applique ça en peinture. Là, par exemple, je suis en train de faire l'ombre qui est en dessous de ça, de cet objet qui passe devant. Qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est une corde. En l'occurrence, c'est une corde. Une corde, c'est comment? C'est carré. Est-ce que le volume, il est plutôt comme ça? Ou est-ce que le volume, il est plutôt rond, comme ça? Eh bien, une corde, c'est plutôt rond. Donc je ne peux pas avoir ce contraste ici qui est net comme je viens de le faire. C'est pas possible puisque c'est un volume rond. Il faut forcément que le contraste il soit moins net, voire carrément ultra progressif. Là, c'est une sous-couche, donc j'ai pas besoin de me casser la tête outre mesure avec ça, mais c'est l'idée. Je vais rajouter dans la lumière quelques zones d'ombre, comme par exemple ça. Les zones d'ombre à la lumière, elles sont en général plus claires que les zones d'ombre à l'ombre, à cause des lumières réfléchies. Et quand on est dans un cadre éclairé par la lumière, eh ben, il y a tout un tas de lumières qui réfléchissent, et donc eh ben, les zones d'ombre, elles sont un peu moins foncées qu'ailleurs, quoi. Donc on peut tout à fait avoir, surtout sur un objet métallique comme l'Aquila ici, on peut tout à fait avoir des zones à l'ombre qui sont finalement pas si foncées que ça. Alors attention, c'est des zones à l'ombre, donc elles sont foncées. Mais voilà, il y a la lumière réfléchie. Ça, c'est un peu la méta du truc, hein. C'est un peu difficile, mais voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre un peu, pour le coup, avec du blanc. Donc, cette fois-ci, je vais rajouter du liquin et je vais changer de liquin, je vais rajouter du liquin impasto. Alors, le liquin impasto, c'est ça, c'est un liquin en tube, donc c'est la même chose hein, que le liquin en gel, mais en tube. Alors, il y a certainement des subtilités chimiques, forcément, hein, de toute façon, mais bon, pour être honnête, je ne les connais pas. Ce que je sais, c'est que ça, ça a beaucoup plus de corps et ça permet de travailler beaucoup plus en épaisseur, et ça change, en fait, ça change pas vraiment la texture de la peinture sortie du tube finalement, alors que le gel, ça la liquifie quand même. Donc là, je pourrais m'amuser à repasser une couche de noir un peu partout. Le problème, c'est que ça va donner beaucoup de texture et j'ai pas envie. Là, je préfère retravailler le blanc, puis ensuite, quand ce sera sec, donc demain, après-demain, retravailler de nouveau le noir. Mais là, le foncé, toute la partie. Quand je dis le noir, je parle de la partie à l'ombre, pardon. Mais là, toute la partie foncée, pour le moment, je vais la laisser tranquille. Parce que, par exemple, il va y avoir beaucoup plus de subtilité après dans les foncés. Par exemple, toute la partie euh, de l'oiseau, toute la partie ailée, en fait, c'est doré. Donc, qui dit doré, dit avec de la réflexion. Donc, par exemple, la partie qui est en dessous de la tête, ici, là, ça, c'est vraiment une ombre d'occlusion, ça va être vraiment très foncé, comparativement à l'oiseau. Pour le moment, c'est la même teinte, mais ce sera fait plus tard. Donc quand on travaille comme ça, couche par couche, il y a un travail d'anticipation qui se fait. Au début, c'est dur, au début, il y a un peu des essais-erreurs, et c'est tout à fait normal. Et petit à petit, on gagne en confiance et on finit par savoir quoi faire, quoi. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du blanc pur, je vais le mélanger avec la moitié à peu près de l'ica impasto. Et maintenant, je vais prendre un pinceau, alors plus petit du coup, parce que là, on est dans la lumière, donc on est dans
un peu les détails. Rappelez-vous d'un adage, entre guillemets, c'est dans l'ombre, il y a l'atmosphère, et dans la lumière, il y a les détails. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir là, par exemple, et puis appliquer du blanc. Alors là, ce pinceau, c'est pas le bon, parce qu'il est trop doux. Je vais prendre un pinceau plus raide, et moi j'aime bien les pinceaux un peu carrés comme ça. Et c'est les pinceaux carrés, c'est mes pinceaux préférés. Et je vais quand même l'appliquer un peu en transparence. Et je vais essayer de faire en sorte de couvrir certaines zones. Là, par exemple, je sais que le plus, la teinte la plus brillante de cet endroit-là, ça sera l'arête. Toute l'arête qui est foncée là, la vérité c'est que ce sera ça qui sera brillant plus tard. Voilà, vous voyez, ça va faire plutôt ça en vrai. C'est l'arête qui sera la plus brillante. Je le sais parce que, voilà, ça c'est des trucs de dessin. Encore une fois, c'est plus par le dessin que ça passe. Mais là, ce qui est cool, ce que je peux faire, c'est m'amuser, si j'ai envie, à rajouter un peu de matière. Donc je peux rajouter un peu de matière pour donner une texture, quoi. Si j'ai envie, hein, c'est pas, il n'y a pas d'obligation. La matière, c'est vraiment, ça c'est vraiment les parties très très subjectives de la peinture. Moi, j'aime bien quand il y en a un peu. Voilà, je suis pas un gros maniaque de la matière non plus. Mais voilà, j'aime bien quand il y en a un peu comme ça. Voilà, c'est rigolo. Je peux faire ma transition ici très très nette. Ça, c'est pas un souci, comme je vous ai expliqué avant. Par contre, puisque là, l'objet, la lumière vient comme ça. Donc là, cette partie, là, il y a la partie à l'ombre, donc c'est foncé. Là, soudainement, il y a la partie à la lumière. Et là, ce qui est paradoxal, c'est que du coup, c'est très blanc là. Et par contre, après, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, là, il va y avoir un dégradé par contre. Forcément, puisqu'on s'éloigne de la source de lumière. C'est le concept. Là, on est sur un cylindre, en fait, ici. Donc, puisqu'on est sur un cylindre, le dégradé, il est doux. Voilà. Vous l'avez pensé, c'est bien. Là, pareil, je vais pouvoir passer sur le dessin que j'avais fait, puisque ce trait noir, il n'a plus lieu d'être. Là, en fait, on va regrouper les zones à la lumière, et c'est ça qui est très important. On fait des groupes de valeurs. Les groupes de valeurs, c'est un des trucs les plus importants et les plus durs à maîtriser. C'est souvent comme ça en dessin et en peinture. Ce sont des concepts relativement simples à comprendre, mais durs à mettre en application. Donc là, pareil, vous voyez, là, on va avoir cette aile qui est en fait un truc en métal qui ressort du plastron. Donc tout ce trait noir qui est au-dessus, il n'a pas lieu d'être. Donc là, je le recouvre en blanc. Alors je le recouvre en blanc, ça ne veut pas dire que je veux le faire disparaître complètement, parce que ça me permet d'avoir une indication pour plus tard. Encore une fois, ça c'est une sous-couche. Mais je le recouvre en blanc suffisamment pour grouper toute la zone à la lumière, à la lumière. C'est tout le concept. On va faire un peu le casque. Donc pareil ici, on va grouper un peu tout ça. Et l'avantage aussi d'avoir mis du médium, en plus d'augmenter la rapidité de séchage, que du coup ça permet d'avoir une peinture qui est moins opaque, et j'ai pas envie de tout recouvrir comme un dingue, vous voyez. Alors là, il faut que je réfléchisse, quels sont les traits noirs que j'ai envie de recouvrir parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils n'ont plus lieu d'être, et quels sont les traits que j'ai fait de dessin que je vais laisser parce qu'ils peuvent représenter nombre d'occlusions ou quelque chose comme ça. Là, il faut réfléchir un petit peu, et comme d'hab, essayer de comprendre un peu comment la 3D se comporte. Et effectivement, ça, c'est pas simple. Ça, c'est vraiment pas simple. C'est pour ça que toute cette peinture-là, c'est quand même un truc un peu avancé. C'est pour ça d'ailleurs, parce que c'est pas simple quand on fait du caractère design et tout, qu'on fait en plusieurs couches. Ça serait trop compliqué de prendre directement les couleurs et tout faire parfaitement d'un coup. C'est pas impossible en soi, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. En théorie, c'est possible. Dans la pratique, c'est autre chose. Là, effectivement, on va y avoir toute la partie très 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 fort à la lumière. Donc là, pareil, toute la partie qui est quand même pas mal à la lumière. Et parfois, on va avoir besoin de mélanger avec un peu de noir pour faire du gris. On peut pas tout faire en transparence, on fait au besoin, hein. Chaque moment a besoin d'une nouvelle technique pour pouvoir recouvrir ce trait en fait là-bas. Voilà, le trait extérieur du casque, il est évidemment, il n'existe pas, hein, c'est juste un trait qui n'existe pas. Pareil pour le haut. Donc je l'estompe un peu, même s'il en reste un peu, c'est pas grave, je finirai plus tard. Là, je vais construire un tout petit peu de matière, parce que pour les couches suivantes, ça sera sympa de construire de la matière. Voilà, ça fait vraiment ressortir de la lumière. Vous voyez, la lumière s'accroche, la lumière de l'environnement s'accroche à la peinture et ça crée des petites pépites de blanc. Alors vous le voyez peut-être pas, mais en général on met un peu plus de matière là où la lumière est plus intense. Et on n'en met pas trop là où c'est l'ombre pour éviter qu'il y ait des pépites de lumière qui s'accrochent justement sur le relief. Ça c'est de la lumière, quand je parle de lumière qui s'accroche, je parle de l'éclairage environnant.
dans la vraie vie, quoi, pas sur la peinture. Ensuite, toutes les petites variations que je suis en train de faire là, clair foncé, etc. C'est juste du métal. Ça serait trop compliqué pour moi là de faire un cours tout de suite sur la réflexion du métal. Il y en a des vidéos là-dessus sur les textures, etc. sur ma chaîne YouTube. Regardez, parce que je peux pas tout expliquer. C'est trop compliqué. Mais voilà, regardez sur ma chaîne YouTube, il y en a des cours sur les textures. Et vous voyez là l'avantage, vu que la couche que j'ai fait avant elle n'est pas sèche, en fait la peinture elle glisse. Donc si vous voyez que votre peinture elle glisse pas, ou qu'elle glisse trop, hein, ça peut aussi arriver, peut-être il faut ou attendre que ça sèche, ou alors au contraire mettre une petite couche d'humidité en dessous, soit en huilant votre toile, soit tout simplement en peignant un petit peu avant en glacis ou un truc comme ça, de sorte à avoir une surface bien agréable sur laquelle vous pouvez travailler et faire de beaux dégradés bien fluides. Si vous aurez pas, parce que vous n'aurez pas du tout les mêmes textures de peinture selon si vous peignez sur du sec ou sur une surface qui est déjà humide. Et ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Quand j'avais fait la vidéo avec René Milone, par exemple, lui, il aime bien justement attendre que sa peinture elle sèche en plein air pour repasser et faire des textures sur du sec. Moi, personnellement, les textures sur du sec, c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment tout à fait propre à chacun. Vous voyez là, par exemple, j'ai le gorgerin qui a la lumière, comme ça, et le médaillon aussi. Donc ce que je fais, c'est que le trait là que j'avais fait, je l'enlève, tout simplement. Il était là pour me donner des informations sur le dessin, et c'était important, il fallait faire une étape de dessin, c'était fort important. Mais maintenant, c'est fort important que je le dégage aussi. Donc, ben, voilà. Et là, ce qui est important surtout, c'est de noter le, le groupement des valeurs entre l'ombre et la lumière. Donc là, il y a un groupe de valeurs, et il ne faut pas être timide, et il faut le grouper. On a tendance parfois à vouloir trop surséparer les éléments, et c'est clairement complètement compréhensible, mais c'est une erreur. Plus vous allez être capable de compresser l'ombre et la lumière, compresser vos valeurs, etc. Et plus vous allez avoir de la maîtrise. C'est très dur à faire, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez là, de nouveau, on a pas mal de différents contrastes qui se côtoient. Contraste net parce que c'est au-dessus de la corde, ici. Contraste net parce que c'est l'ombre portée. Alors moins net que le dessus de la corde, mais quand même. Et ensuite, le dessous de la corde et le fait que la corde soit un objet rond. Alors là, contraste doux. Donc déjà, je vais mettre du blanc ici parce qu'il le faut. Et ensuite, je vais faire un dégradé doux parce que la corde est un cylindre allongé dans sa forme la plus fondamentale. Et donc, par exemple, si là je fais un contraste comme ça, il faut à tout prix que là j'adoucisse le contraste. Alors, entre l'ombre et la lumière, on a parfois des transitions très douces. C'est les plus durs. C'est les plus difficiles. En général, on les garde plutôt pour la fin. Là, effectivement, sur la corde, vu qu'en fait, elle fait un arrondi très léger comme ça dans la perspective, ici, il va effectivement y avoir un dégradé qui va être très doux, avec même des zones où parfois, je ne sais pas trop comment on appelle ça, ces zones-là, c'est des zones un peu de pénombre. Où en fait, il y a de la lumière qui touche, mais c'est vraiment tellement peu. En fait, c'est vraiment des zones de transition très fines entre l'ombre et la lumière. Et donc, on peut avoir parfois certaines valeurs de transition qui sont un peu dures à choper parce qu'elles sont vraiment entre les deux et ça va un peu à l'encontre de la théorie entre guillemets, mais elles existent. Là par exemple typiquement le dessus là, comme ça normalement ça va être une de ces zones parce que la lumière elle va être vraiment rasante à cet endroit. Donc il y a de la lumière et en même temps il y a un peu de l'ombre, on ne sait pas trop. Ça c'est toujours un peu galère, mais c'est comme ça. Faut se dire un truc, c'est que une façon de bien faire ces zones-là, c'est de comprendre la question de détail. Les détails, c'est vraiment là où la lumière elle est le plus rasante. Comme quand vous regardez la lune, toute la partie à la lumière, bon bah il y a la lumière, toute la partie à l'ombre on voit que dalle. Et c'est vraiment le terminateur, la jonction ombre-lumière, comme ici typiquement, sur le, sur la, sur l'armure, où là on va avoir une lumière rasante, donc c'est là qu'on va avoir typiquement s'il y a des trous, des trucs comme ça, des morceaux de blanc qui ressortent, etc. C'est à la jonction ombre-lumière qui a le plus de détails. Et je parle pas des ombres portées, hein, bien sûr, je parle des ombres propres. Alors là, on verra. Il y aura certainement une ombre portée à faire de 7. Et oui, forcément, il y aura forcément une ombre portée à faire qui sera sur l'armure de cette corde. Il faut le faire. J'y ai pas pensé avant, mais il faut le faire. Vous voyez, je le fais avant de mettre mon blanc, parce que si j'avais mis du blanc là, ça ferait un genre de gris bizarre.
Et là, on va avoir donc l'ombre portée qui ne peut pas être plus petite que la corde, qui va être assez nette au début, voire très nette, et qui petit à petit va devenir un peu plus floue et un peu plus évasée, parce que la corde s'éloigne petit à petit du plastron. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, plus l'objet qui projette l'ombre s'éloigne de l'objet qui reçoit l'ombre, et plus l'ombre va être floue. Ça, c'est la base du truc. Entre autres paramètres. Il y a toujours 10 milliards de... Il y a toujours 10 milliards dans l'art comme ça, vu qu'en fait on observe la nature pour la reproduire, hein, finalement. Il y a toujours 10 milliards de circonstances qui peuvent être différentes. Ça me paraît pas trop mal. En vrai, je suis assez content de mon ombre portée. Et du coup, eh ben, ça me permet de dessiner ma lumière autour. Là, l'ombre portée suit les éléments, hein, donc j'imagine à peu près que le cercle là, il se projette ici, comme ça. Encore une fois, c'est dû à peu près, hein. Là, l'idéal, ça serait d'avoir un logiciel 3D, de le faire en 3D, ou alors d'avoir carrément un objet que je peux manipuler. Bon, savoir le faire d'imagination, c'est cool aussi. C'est dû à peu près, mais ça marche. Et puis c'est fun. Moi, je me régale à faire ça. C'est probablement, à titre personnel, un des trucs que je trouve les plus cool à faire en peinture. Vous voyez, le fait d'avoir travaillé en transparence savant fait que même si j'ai travaillé au blanc pur, bah là, je peux quand même revenir avec du blanc pur, mais cette fois-ci un peu plus opaque. Et puis on voit le contraste. Donc on travaille des couleurs pures, ça ne veut pas dire qu'on fasse de la teinte pure directe. On travaille en transparence. Et ça, c'est quand même assez génial. Et c'est aussi assez économique, parce que le médium coûte en général quand même pas mal moins cher que la peinture. Donc c'est quand même beaucoup moins cher de faire ça que de peindre avec des pigments directs. Alors ça me paraît pas mal. Je vais faire toute la partie de l'épaulire maintenant. Et pareil, on va vraiment grouper ici pour enlever tous ces traits là qui n'ont plus lieu d'être. Donc là pareil, je vais utiliser le blanc pour essayer de recouvrir un peu les traits que j'ai fait. Quand on a des grosses zones comme ça, on groupe tout d'un coup. Et ensuite on peut partir dans le détail. Parce que là il va y avoir des subtilités aussi, mais ça sert à rien de trop commencer par le détail. Ça va nous faire galérer plus qu'autre chose, je pense. Et maintenant, effectivement, on va pouvoir ressortir en blanc pur les zones qui sont plus à la lumière, comme d'hab. En fait, tout ça, vous voyez, c'est pas compliqué, il suffit de rajouter du blanc, enfin, du foncé ou du clair, en faisant un petit peu gaffe aux paramètres. Mais la vérité, c'est que tout ça, la question, c'est pas d'être capable de mettre du blanc ou du foncé, la question, c'est de savoir où le placer. Et ça, c'est quasiment qu'une question de dessin. C'est pour ça qu'apprendre à dessiner, c'est si important. Tous les gens qui veulent devenir illustrateurs, un peu plus, quand je dis plus, ça veut dire un peu au-dessus de la moyenne, un peu moins amateur, on va dire. Euh, vous êtes obligé d'apprendre à dessiner. Dessiner, c'est vraiment la compréhension des volumes dans l'espace, et c'est vraiment un exercice mental assez compliqué. Donc vous voyez là, par exemple, je dessine en peinture, mais finalement c'est du dessin, dans le sens où c'est de la compréhension des volumes, des lumières, et de leurs relations dans l'espace. Alors pour le tissu, c'est une histoire de point de tension. Le point de tension, là en l'occurrence, il est ici. Ça dépend des vêtements, ça dépend des tissus, ça dépend plein de trucs. Mais là, tout de suite, le point de tension est là. Donc forcément, il va y avoir un peu quasiment comme des lignes de fuite, quasiment comme des lignes de perspective, qui vont venir se resserrer à cet endroit précis. Donc il va y avoir de plus en plus de plis, etc. au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce point-là. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, ça me paraît bien, ça fait 1h30 que je peins, on verra combien de temps fait la vidéo, mais je vais essayer de pas trop l'éditer, histoire que vous puissiez un peu suivre le truc avec moi. C'était vraiment cool de faire ça, j'ai vraiment hâte de continuer. La prochaine fois, je vais retravailler un peu tout, mais surtout je vais commencer par retravailler les foncés, et je vais probablement faire au moins encore une couche de valeur comme ça, avant de faire possiblement de la couleur si j'en fais, même pas sûr que j'en fasse.